Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Et aujourd'hui, on va parler des métiers des bio-industries. Vous avez peut-être déjà une idée de ce que c'est, peut-être d'autres non. C'est le but, on va vous expliquer en quoi ça consiste et surtout comment on se forme au métier de la bio-industrie parce qu'aujourd'hui, on est à l'EBI, donc c'est l'école des bio-industries. Et pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Clémence Bernard. Clémence, vous êtes la directrice de l'école. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre campus à Cergy. Et également avec nous, Vianney. Et Vianney, toi, tu es étudiant en 5e année de programme ingénieur. Ouais. Comment tu vas ? Ça va super, content d'être ici. Ravi de pouvoir échanger avec toi. Toi, tu vas nous parler un peu justement de ton expérience étudiante. Ouais. Donc, je vous l'ai dit, on va parler un peu des métiers parce qu'on a peut-être besoin un petit peu d'expliquer en quoi ça consiste, comment vous allez pouvoir vous former. Et j'aimerais commencer avec vous, donc Clémence, finalement, parce qu'on va parler de métiers majoritairement dans l'ingénierie, des métiers d'ingénieur. Un ingénieur, c'est quoi ? Alors un ingénieur, si on donne une définition d'ingénieur, quel que soit le secteur industriel, parce que c'est quand même des personnes qui vont travailler dans l'industrie, c'est des personnes qui vont trouver des solutions à des besoins ou à des problèmes. Donc en gros, il va devoir faire preuve de beaucoup de curiosité et de créativité pour justement avoir la meilleure solution, la meilleure réponse à ce besoin ou à ce problème. Vous l'avez dit justement, c'est vrai que les ingénieurs, il y en a besoin dans énormément de domaines. On ne va pas pouvoir tout traiter aujourd'hui, évidemment. Donc, nous, on va se concentrer sur le domaine de la biologie et des bio-industries. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contour de c'est quoi les bio-industries finalement ? Alors, les bio-industries, je vais avoir deux particules, bio et industrie. Ouais. Bio, on va dire, la biologie, c'est le vivant. Et l'industrie, c'est toutes les entreprises qui vont produire des produits, des services ou autres. Donc, en fait, c'est toutes les industries dans lesquelles on va retrouver du vivant. Okay. Et le vivant, on le retrouve dans notre quotidien en tant que consommateur. On le retrouve dans nos assiettes avec l'alimentaire. On le retrouve lorsqu'on s'applique une crème pour hydrater notre peau, donc dans la cosmétique. Et puis quand on est malade, là c'est la période de la grippe et de toutes les maladies, on le retrouve dans le domaine pharmaceutique et la santé plus largement en fait. Il n'y a pas que la pharmacie, il y a aussi tout le domaine de la santé au sens large. Toi, Vianney, quand tu étais étudiant, enfin avant de devenir étudiant en tout cas à l'école, tu avais quoi comme idée de l'ingénieur ? Pour moi, ingénieur, je m'étais surtout fié à une matière au lycée qui était sciences de l'ingénieur. Donc pour moi, c'était construire des bâtiments, faire de la mécanique. Donc c'est un terme que je connaissais pas du tout de base. Moi, je me voyais bien en biologie, mais c'est vrai que le côté ingénieur, je le connaissais pas. Et en fait, je me rends compte que ingénieur, c'est on a un projet, on a une équipe pour monter ce projet. Et le but, c'est de créer ou d'améliorer des produits ou des processus innovants. Et en fait, ça s'applique à plein de domaines. Et vraiment, c'est ça qui fait que c'est un beau métier, je pense. Il est bien. Et un ingénieur, justement, ça a quoi comme profil ? Je vais dire quand même un scientifique qui va être très curieux. Si vous êtes du type à regarder, par exemple, la liste des ingrédients qu'il y a sur un produit alimentaire, de vous poser la question comment est-ce qu'il a été obtenu, par exemple, ou alors même sur un médicament, de se dire, tiens, cette molécule, elle sert à quoi ? Dès que vous développez une curiosité, je pense, en tout cas, scientifique, c'est des métiers qui sont faits pour vous. Après, on n'a pas besoin d'être un scientifique expert dans un domaine de pointe. En fait, c'est d'avoir un certain nombre d'outils, de méthodes, de logiques, de raisonnement pour arriver à mettre tout ça en œuvre au service justement d'une réponse, la réponse la plus optimale, la meilleure possible à ce besoin, ce que je disais, ou ce problème. Donc c'est avoir une certaine curiosité et puis arriver aussi à sortir des sentiers battus, avoir une certaine créativité pour apporter justement le côté innovant que Vianney soulevait tout à l'heure. On doit faire preuve d'innovation pour justement toujours cette idée de solution la plus innovante et la plus différenciante en fait de toutes les solutions déjà existantes. Donc une appétence pour les sciences, c'est sûr, mais de la curiosité, de la créativité. Et donc si vous êtes ce genre de personne qui dit tiens, comment ça se fait, comment ça pousse, comment ça se transforme, comment ça grandit, et qui aime regarder tout ce qui se passe autour de lui, autour du vivant, je pense que c'est déjà un bon indicateur. C'est un très bon, voilà. Est-ce que justement dans les études, parce que c'est une émission d'orientation, on n'a pas un peu tendance dans les études scientifiques à se dire « Oh, mais là, c'est pas pour moi, je suis pas assez bon ». Est-ce que vous pourriez nous aider à déconstruire justement ces barrières ? Toi, comment ça s'est passé pour toi ? Tu avais plutôt un profil scientifique, full scientifique ?
Moi, j'ai été intéressé à peu près partout. Ouais. Mais c'est vrai que le côté scientifique et le monde du vivant m'intéressaient particulièrement. Mais avec le nouveau bac, là, l'EBI, on est sur l'ingénieur dans le vivant. Donc, on peut se dire, qu'est-ce que je prends après en spécialité? Et en fait, peu importe les spécialités qu'on a prises, tant que ça reste scientifique, on va s'en sortir à l'EBI. Et c'est ça qui est bien, il y a de l'aide à l'école qui sera faite pour qu'on ait tous sur un socle. Chaque profil finalement puisse retrouver le bon niveau malgré les spécialités choisies. Ouais, c'est ça qui est bien à l'école, c'est qu'il n'y a pas de compétition et il y a vraiment une aide entre étudiants qui fait que moi par exemple j'avais pris maths et physique-chimie et donc j'avais pas fait d'SVT en terminale. Donc je suis arrivé, j'étais un peu à la ramasse en biologie, comme d'autres étaient à la ramasse en maths ou en physique. Ouais. Et en fait, j'ai des amis, des gens de promo au-dessus qui m'ont aidé, qui m'ont dit, qui m'ont guidé pour rattraper mon retard. Et au final, tout le monde s'en sort et c'est vraiment ça la force de l'école qui fait qu'on s'entraide pour prendre en compétence ensemble. Ouais. Ça, Clémence, le profil des étudiants que vous pouvez accueillir ici, d'avoir fait de la bio et de la SVT, c'est ultra important, pas tant. Plus aujourd'hui, on va dire. Comme le disait Vianney, il y a une vraie complémentarité dans les profils qu'on recrute aujourd'hui avec le nouveau bac. Et en effet, la possibilité qu'ont les bacheliers de prendre 2 sciences, une science, et parmi les 2 sciences, d'en abandonner une des 3 qu'on avait avant, c'est-à-dire entre maths, physique, chimie et SVT, font qu'aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs se sont adaptées et le BI s'est adapté à faire une remise à niveau, en tout cas, des bases essentielles pour réussir son cursus, que ce soit de la classe prépa jusqu'au cycle ingénieur. Et que ça soit la même chose aussi pour les bachelors, dont on parlera tout à l'heure. Ce qu'on va dire aussi, c'est qu'il y a quand même un changement qui s'opère entre le lycée et les études supérieures. C'est qu'on va faire des sciences, mais on va faire des sciences au service appliqué à une solution, à un équipement. Donc en fait, le côté applicatif va donner une autre dimension au niveau de la compréhension en fait, de pourquoi je fais ça. Théorie, il se passe quelque chose en fait. Et comme on applique, on comprend mieux. Et puis, en général, on l'applique aussi au domaine auquel on se prépare. Et en général, le domaine auquel on se prépare, c'est le domaine qu'on aime en fait, qu'on apprécie, qui nous intéresse plus. À partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, je pense qu'on met toutes les chances de notre côté pour mieux comprendre et mieux réussir. J'aimerais qu'on parle un petit peu justement des métiers qu'on va retrouver dans cette grande famille des bio-industries. Très schématiquement, évidemment, moi je pense à des labos. On ne travaille pas que dans des labos quand on est dans les bio-industries. Non, ça c'est sûr que non. J'avais un peu cette idée aussi en arrivant à EBI. Pour moi c'était bio, labo et on est en train de pipeter nos petites cellules. Mais en fait... l'industrie du vivant, il y a du labo, il y en a qui vont faire ingénieur en laboratoire, parce qu'il faut développer à petite échelle et découvrir, innover à ce niveau. Mais en fait, le but du côté industrie de l'école, c'est on a réussi à faire nos 10 petites cellules qui marchent hyper bien, qu'on peut mettre dans un vaccin, typiquement. Et maintenant, il faut qu'on réussisse à les produire en grande quantité. Et en fait, ce qui est bien à l'EBI, c'est que au début, on a un socle commun scientifique et on va spécialiser pour pouvoir monter en échelle et produire des produits de qualité et qui vont pouvoir être utiles et utilisés par tous. Ok. Et donc, en termes de métier, finalement, donc il y a toute cette partie recherche, application en laboratoire. Mais finalement, ça va être quoi les autres métiers? C'est des métiers de terrain? C'est des métiers on va travailler avec d'autres gens avec des profils complètement différents? Est-ce que vous arriveriez à nous expliquer, à nous illustrer un petit peu finalement, à quoi ça ressemble? Alors, il y a beaucoup de métiers, en effet, et comme le dit Vianney, en fait, on va couvrir tous les métiers du cycle de vie d'un produit. Donc, on va couvrir les métiers depuis l'idée, en fait. L'idée, on va la transformer pour vérifier que ça ne soit pas qu'une idée, que ça puisse être un concept, puis un prototype. C'est toute la phase, on va dire, innovation, recherche, qui va se passer là. Et bien souvent... pour toutes les industries dont je parlais, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, ça se passe souvent en laboratoire. Donc là, c'est vrai qu'il y a les métiers du laboratoire. Pour ceux qui rêvent de laboratoire, il y a la possibilité de réaliser son rêve. Il y a de quoi faire. Même si, moi je dis toujours, c'est un rêve à un certain âge. Et puis parfois, quand on découvre d'autres métiers, on va se rendre compte qu'on a peut-être envie de faire autre chose. Mais en tout cas, s'il y a vraiment ce rêve de laboratoire, c'est tout à fait possible. C'est là où on va utiliser d'ailleurs tout ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on appelle les biotechnologies. C'est-à-dire les technologies appliquées
au monde du vivant, on entend encore le terme bio, c'est-à-dire des outils, des méthodes, des procédés pour mesurer, pour transformer, pour produire des molécules d'intérêt qu'on va mettre ensuite dans une formulation qu'on appelle, alors nous dans notre jargon, une galénique, mais une galénique ça veut dire juste si j'ai trouvé par exemple un actif d'intérêt qui soit une nouvelle molécule hydratante pour la cosmétique, une molécule qui a un intérêt nutritionnel dans l'alimentaire, ou comme le disait tout à l'heure Vianney, une nouvelle molécule qui va permettre de créer un nouveau vaccin. Il va falloir que je la mette après dans une formule. J'ai ma petite molécule, mais j'en fais quoi? Une crème, un injectable dans le domaine de la santé pour... est-ce que je le mets dans un produit à boire, dans l'alimentaire? Dans quoi je le mets? Donc là, il y a toute la phase de métier qui tourne autour de ce qu'on appelle la conception du produit. C'est-à-dire, cette molécule, je la mets dans quelle matrice? Avec quoi qu'est-ce que j'ajoute autour de cette molécule pour faire un produit consommable ou utilisable. Donc que j'applique sur une peau, que j'ingère, que j'injecte. Voilà, là, par exemple, il y a 3 méthodes différentes d'application d'un produit de santé ou alimentaire ou de bien-être. Une fois que j'ai conçu mon produit, il va falloir le produire à grande échelle, en effet. Donc j'ai réussi à le produire en laboratoire. Mais alors, la production en laboratoire et la production, donc c'est on va dire quelques litres, on peut aller jusqu'à des litres quand même en laboratoire, pas seulement des micros, des litres. Mais après, il faut que je puisse le produire à des échelles industrielles, ce sont des tonnes. Et là, il va se passer des changements en fait. Et pour autant, on doit avoir toujours la même propriété initiale. Donc là, il y a vraiment beaucoup de métiers, du changement d'échelle, où je vais produire à grande échelle. Mais c'est bien de produire un produit, très bien. Mais après, il faut garantir qu'il y ait des consommateurs qui ont envie d'acheter le produit. Donc, il y a tous les métiers du marketing, de vérifier qu'il y a un client, qu'il y a une cible, qui sont intéressés par le produit qu'on veut vendre, quelque part. Et puis, il y a aussi, c'est bien d'avoir un produit, s'il y a le consommateur, mais s'il ne respecte pas la réglementation, et tous les aspects sécurité, il sera invendable, il ne sera pas autorisé à être mis sur le marché, comme on appelle ça, l'autorisation de mise sur le marché. Donc il y a tous les métiers aussi, de la réglementation. Et puis après, on peut parler de plein d'autres métiers qui sont qu'il faut garantir la sécurité des personnes dans l'entreprise qui sont sur le terrain, il faut garantir la sécurité des consommateurs. Si je prends un produit alimentaire, par exemple, parce que c'est facile, tout le monde mange tous les jours, mais le produit, je prends un yaourt, il a été produit à petite échelle, il a une certaine texture. Quand vous le produisez à grande échelle, le fait d'être à grande échelle peut modifier la texture, c'est-à-dire il avait un goût que j'aimais bien, j'appréciais en bouche, etc. Mais après, il faut penser que ce yaourt, il va avoir tout un cheminement logistique qui fait que depuis l'usine, il doit arriver dans le frigidaire du consommateur et puis après, il doit arriver dans son assiette devant lui. Il va se passer plein de choses. Il va se passer des changements de température, il va se passer des vibrations dans les transports, etc. Vous voulez toujours que votre yaourt il soit pareil, entre le moment du laboratoire jusque devant vous, dans votre assiette. Et puis si vous l'achetez... je ne sais pas, en plein hiver, vous voulez qu'il ait toujours la même texture aussi en plein été. Et donc tout ça, ça complexifie, c'est beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Et puis au milieu de tout ça, il faut qu'il soit toujours, que du point de vue de la sécurité du consommateur, il n'y a rien, il se passe que tout soit convenable. Donc ça fait beaucoup de métiers autour de tout ça, il y a une grande complémentarité autour de tous ces métiers. Et justement, l'ingénieur EBI, il a la capacité de comprendre les enjeux et les défis de tous ces métiers pour accélérer l'innovation et aller plus rapidement. Donc c'est ultra vaste. On est d'accord qu'il y en a pour tous les profils quand même. Ah là, c'est sûr, Et c'est qui les entreprises qui vont recruter vos ingénieurs ou en tout cas vos étudiants en fin de cursus? Il y a des labos, donc je vais encore être très vaste. On peut aller de la petite start-up qui développe une nouvelle méthode en biotechnologie pour, par exemple, on a un ancien qui a créé son entreprise, 2 anciens qui ont créé leur entreprise pour pouvoir justement répondre aux besoins dans les maladies génétiques, de pouvoir justement enlever les morceaux, je vais vulgariser, enlever les morceaux d'ADN responsables d'une maladie génétique de manière très précise. Donc là, on est vraiment dans des toutes petites entreprises start-up, biotech. Et puis, on peut aller jusqu'aux très grandes entreprises, aux grands groupes industriels, chez L'Oréal, chez Sanofi, chez Nestlé, pour citer les 3 secteurs. On a de tout, en fait. On a vraiment de tout. Donc, c'est des métiers qui sont super vastes. C'est des entreprises qui recrutent plein de profils.
comment on se forme. Alors, un établissement comme le BI va proposer donc justement quel type de programme pour arriver à former la diversité de tous ces profils. En école d'ingénieur, il y a deux grandes formations. Les formations en 3 ans, les formations en 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Clément? C'est bien qu'on comprenne, là aussi, vous êtes dans vos choix d'orientation. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Le type de débouché, comment on se spécialise? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le bachelor et un petit peu sur le programme ingénieur? Alors en effet, il y a le bachelor en 3 ans et la formation d'ingénieur en 5 ans. Le bachelor, ça va être ce qu'on appelle des assistants ingénieurs. Donc on a technicien supérieur, puis assistant ingénieur et ingénieur. Si on essaie de faire un grade qui peut exister en entreprise, l'assistant ingénieur, il est entre le technicien supérieur et l'ingénieur, c'est-à-dire qu'il va accompagner les techniciens supérieurs dans le développement de méthodes, l'application de méthodes. Il va être capable aussi d'analyser les résultats, d'orienter la stratégie du projet, en fait. Donc il a à la fois une très forte compétence technique sur les méthodes et il va avoir aussi une très bonne vision de la gestion de projet. Alors que l'ingénieur, lui, va vraiment être dans la stratégie de développement de projet et l'organisation et la gestion globale du projet, ce qu'on appelle le management de projet. Et concrètement, quand on rentre dans un programme bachelor, ça va être quoi un peu le déroulé des 3 années entre la place de la théorie? Il y a beaucoup de stages aussi également qui sont proposés. Comment va se dérouler un petit peu cette formation en 3 ans? En bachelor, il y a un vrai accompagnement et une vraie alternance entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'on va mettre en pratique quasiment comme au lycée, beaucoup en lycée, les enseignants sont tous différents, mais bien souvent on fait la leçon et après on met en application avec une petite application numérique ou autre. Et bien là ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir la théorie, on va pouvoir mettre en pratique tout de suite la théorie sous forme de calcul ou sous forme d'expérimentation en laboratoire. Donc, vous parliez de laboratoire, oui, la place des laboratoires et de l'expérimental est beaucoup plus important chez les bachelors. Et je le disais, comme ils doivent être capables de maîtriser les méthodes, des méthodes assez en général poussées, en tout cas exigeantes, mais aussi être capable d'analyser les résultats et de critiquer et de proposer des améliorations et des modifications, il faut qu'ils soient pas mal au laboratoire et en pratique. Et là, donc tu le disais très bien tout à l'heure, quand on arrive dans tous les cas sur un programme après le lycée, il y a une sorte d'harmonisation de niveau, remise à niveau qui est faite dans des matières, j'imagine, indispensables pour justement après pouvoir continuer sur les différentes années sur les bonnes bases. Mais est-ce qu'on se spécialise un peu plus en bachelor, un peu plus vite? On se spécialise un peu plus vite et d'ailleurs on a 2 spécialités qui répondent aujourd'hui aux besoins du marché, en fait, des industriels. Donc on a moins de diversification sur les métiers aujourd'hui à l'heure actuelle sur le bachelor. On a un bachelor qui est vraiment plus orienté formulation, analyse sensorielle. Donc je parlais tout à l'heure des différents métiers, on est vraiment au moment de la conception du produit, c'est-à-dire de la mise en formule. Et puis on va jusqu'à ce qu'on appelle l'analyse sensorielle pour garantir en tout cas que le produit il plaise au consommateur. Il y a une forme de plaisir et quand on mange, on a besoin de plaisir. Quand on applique une crème aussi. Alors le médicament, on pourrait le discuter, mais si on n'apprécie pas le médicament, c'est beaucoup plus difficile de suivre son traitement. Donc il y a quand même une forme aussi, ça doit pas être désagréable complètement. Donc il y a cette notion aussi sensorialité qui touche tous ces secteurs-là et qui est importante pour la validation finale. Donc ça, c'est la première spécialité. Et la deuxième spécialité, c'est tout ce qui est autour de la bioproduction. Donc on est plus sur la partie montée en échelle, capacité de produire un produit à grande échelle, tout en garantissant. Il y a la bioproduction et derrière, il y a aussi la partie sécurité réglementaire dont je parlais, qui est toujours qui est importante, qui est liée, qui est très liée. Et donc ce programme en 5 ans, tu vas pouvoir nous en parler, toi, comme tu es dedans. Comment ça s'est passé pour toi, en fait, concrètement? Tu es arrivé tout de suite après le bac? Donc, je suis arrivé juste après mon lycée. Et en fait, c'est vraiment en 2 blocs, le parcours ingénieur. Donc, il y a le cycle préparatoire. Donc, c'est sur 2 ans, on monte en compétences scientifiques. Donc, on a vraiment un socle commun sur les sciences, surtout la biologie. On est dans les bio-industries, c'est fait pour ça. Mais aussi en maths et en physique. Et après, petit à petit, vers la 3e année et surtout en 4e année, 5e année, c'est le moment où on va se spécialiser et on va trouver les matières qui nous correspondent pour des métiers qui vont nous correspondre nous. C'est ça l'avantage, c'est que durant tout notre cursus,
on prend du bagage scientifique petit à petit et on a des projets de groupe, des stages qui font qu'on commence à trouver, nous, nos appétences. Et une fois qu'on a cerné notre profil et qu'est-ce qui nous plaisait, nous, en 4e année, surtout, on va se spécialiser dans une des voies dont Madame Bernard parlait tout à l'heure et dans le domaine qui nous intéresse. C'est ça qui est vraiment, je trouve, bien dans ce parcours. On arrive après le lycée, on sait qu'on est dans la bio. Donc, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'on a. Oui, moi je suis arrivé avec une idée. Je pensais faire du laboratoire de la recherche pharmaceutique. Et au fil des différents projets qu'on a avec l'école et de mes stages, je me suis rendu compte que moi je préférais la montée en échelle et le procéder à la production et que tout ce qui était thématique environnementale, ça me tenait particulièrement à cœur. Et donc je me retrouve à faire de la production en revalorisation de déchets. C'est très loin de ce que je pensais faire en arrivant, mais au final, c'est ce qui me correspond plus. Et donc, durant ces 5 ans, on a le temps de trouver, nous, notre profil et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour plus tard. Et donc, la reconnaissance du diplôme, évidemment, super important. Ah oui. Que ce soit pour le bachelor et pour le programme ingénieur. On peut faire un petit aparté, justement, sur la reconnaissance des diplômes. C'est super important de se renseigner sur ce sujet. Clémence, dites-nous tout. Alors, un diplôme d'ingénieur, pour la reconnaissance par l'État, se fait par la commission des titres d'ingénieur, qui audite les formations d'ingénieurs avec une régularité de 5 ans maximum. Donc, le BI a renouvelé son titre d'ingénieur cette année. Et on a aussi du coup par ce titre d'ingénieur la reconnaissance d'un grade de master. Donc, voilà. Et sur le bachelor, c'est pareil, les écoles d'ingénieurs peuvent très bien demander à obtenir le grade de licence, donc la reconnaissance d'un bac plus 3. Donc c'est important de regarder ça, c'est-à-dire que les bachelors et le grade de licence, bac plus 3, et le grade de master et la reconnaissance par l'État à travers la CTI. On parlait de stage. Parce que je trouve ça quand même sacrément intéressant, mais aussi parce que voilà, tu nous parlais un peu de ton parcours. Une expérience de stage t'a permis aussi de trouver ta voie, donc c'est super important. La place des stages, à la fois dans le bachelor et à la fois dans le programme ingénieur, ça représente à peu près quoi comme masse de temps, de semaines, de mois qui vont être passés vraiment en immersion dans le monde professionnel? J'ai dû en faire 20. 20 semaines de stage, mais je pense que maintenant il y en a un peu plus. Comme ça, on peut toujours goûter à autre chose et à plus d'expérience, donc c'est bien. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'avec le BI, on est en prépa intégrée. Donc il y a la prépa, mais il y a des stages durant cette prépa. Et moi, c'est ce qui m'a permis de découvrir les métiers sur le terrain aussi. Et je trouve que ça, c'est un vrai plus par rapport à une prépa classique. Quand on sait qu'on veut se tourner vers la bio, en fait, le BI, c'est hyper intéressant parce qu'on va sur le terrain très tôt. Et moi, à mes 18 ans, j'étais sur des sites de production et j'apprenais ce que c'était alors que j'en avais aucune idée. Et c'est aussi un de mes stages qui m'a fait comprendre que mon profil, je me tournais plus vers le procédé à la production, que moi, ça m'intéressait plus. Et c'est vraiment ces expériences et parler avec des ingénieurs, des techniciens, qui a fait que j'ai vraiment su trouver ma voie à moi. C'est important ça. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez des matières qui étaient appliquées. Bon, là, on applique aussi ce qu'on apprend à l'école dans le milieu professionnel. Là, vous pouvez nous faire un petit rappel de combien de temps on passe en stage en bachelor? Alors, en bachelor, on a un premier stage en 2e année de 4 mois et on a un stage de fin d'études de 6 mois. Après, il y a la possibilité aussi de faire dès la 2e année de l'apprentissage ou sur la dernière année de faire du contrat de professionnalisation. Donc là, c'est encore plus de présence en entreprise. On se partage entre l'entreprise et l'école pendant 1 an ou 2 ans, finalement. Donc, le minimum, c'est 4 mois et 6 mois. Donc, 10 mois en tout sur 3 années d'études. Et on peut faire beaucoup plus. Et sur le programme ingénieur? Alors, sur le programme ingénieur, comme le dit Vianney, l'avantage d'une prépa intégrée, c'est de pouvoir faire des stages. Encore une fois, dès le début pour s'ouvrir aux futurs métiers auxquels on peut se préparer. Donc ça, c'est important. Donc on a des stages de 4 semaines en cycle prépa et puis après, on a 2 autres stages obligatoires en cycle ingénieur. Mais avec la possibilité, toujours pareil, c'est des minimums. Mais après, on a toujours la possibilité de faire des stages chaque année, en fait. Des stages optionnels, conventionnés par l'école. Et puis encore une fois, l'autre possibilité aussi, c'est de faire de l'apprentissage ou du contrat pro. Et l'international dans tout ça,
notamment sur le programme ingénieur. Parce que ça, il faut le savoir, dans un programme ingénieur, on part, dans tous les cas, à l'étranger. Ça fait partie des critères de diplomation. Tout à fait. Mais pour le coup, ici à l'EBI, ça se passe comment l'accompagnement de vos étudiants? On parlait de la CTI, et oui, c'est une obligation de la CTI de faire au minimum 16 semaines à l'étranger durant son parcours cursus, ingénieur. Ouais, tout à fait. Mais il y a une première modalité à l'EBI pour partir à l'étranger, c'est ce qu'on appelle, nous, un séjour à l'étranger. C'est-à-dire que l'étudiant doit partir 4 semaines sous le format qu'il souhaite, on va dire. Ça peut être un séjour en famille, mais ça peut être une mission humanitaire, ça peut être un job à l'étranger, etc. Et ça, on l'a mis en place il y a plusieurs années, dès le cursus en classe prépa, en cycle prépa, pour déjà familiariser l'étudiant à partir à l'étranger, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de partir avant. Il y a une forme d'appréhension, et donc pour accompagner une progression, en tout cas, sur le fait de partir, parce qu'après, quand on part pour 16 semaines, on part tout seul. Et après, évidemment, qu'il y a l'obligation des 16 semaines qui soit sous forme de séjour académique, donc d'échange avec un partenaire à l'étranger, partenaire avec lequel on a des agréments, ou alors tout le réseau Erasmus, comme beaucoup d'écoles. Et l'autre possibilité, c'est de faire des stages. Alors, on n'est pas obligé de faire un stage de 16 semaines consécutifs. On doit en tout cas avoir mis bout à bout, entre les stages ou les échanges académiques ou plusieurs stages, 16 semaines au minimum. Après, l'EBI aujourd'hui accompagne, puisque les destinations pour les échanges académiques, elles, comme je disais, elles signent des partenariats, donc elle offre un catalogue de destinations à ses étudiants, parmi lesquels ils peuvent choisir. Et ça arrive aussi que des étudiants identifient des universités étrangères qui se disent, tiens, il y aurait potentiellement, enfin en tout cas, un recoupement avec l'EBI, une possibilité en tout cas de rapprochement avec l'EBI. Et donc dans ce cas-là, on étudie, et si c'est possible, on essaye de monter en effet un partenariat. Donc ça arrive aussi que des partenariats arrivent par nos élèves, et qu'on en construise à l'initiative des élèves. Donc il y a la possibilité de partir. Alors pour partir en séjour académique, on peut le faire en 3e année et en 5e année. T'es parti où, toi? Alors moi, j'ai fait pas mal de voyages. J'ai fait Autriche. Donc, dès le cycle préparatoire, j'ai fait des missions de workaway et woofing. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est je rends un service et en échange, je suis nourri et logé. Et donc là, j'arrive dans des pays que je connaissais absolument pas, et avec des profils hyper variés. J'ai pu faire des missions qui pour moi avaient du sens. J'ai aidé à accueillir des réfugiés de guerre en Autriche, parce qu'avec le contexte de la guerre en Ukraine, c'était assez compliqué. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aider. J'étais qu'un petit gars dans un hôtel à 18 ans à faire à manger, à faire la vaisselle pour eux. Mais j'ai pu leur parler, connaître leur quotidien. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit, c'est sûr. Et après, j'ai pu aussi aider avec un ami, un fermier au Portugal, à faire en sorte de développer sa ferme. Et donc ça, c'est des petites expériences qui peuvent paraître anodines, parce que c'est un petit mois finalement. Mais moi, ça m'a beaucoup grandi. Enrichissant. Ça m'a vraiment beaucoup grandi. Et après, j'ai fait mon dernier stage donc, au Québec, à l'université de Sherbrooke, je pense qu'il voit souvent des ébéistes dans ses murs. Il y a un partenariat, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et là, donc, j'ai pu faire un stage en recherche, où j'ai développé plein de compétences en labo et sur comprendre comment marchent les tissus vivants. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et c'était hyper enrichissant aussi. Donc pour rentrer à l'EBI, on passe par Parcoursup. Vous avez jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux. Et le 1er avril pour le valider, s'il vous plaît, validez vos vœux, tous vos vœux. Sinon, en fait, les écoles ne reçoivent pas vos candidatures, tout simplement. C'est quoi un peu le processus d'admission ici à l'EBI, Clémence ? Alors, quand on est en train de préparer son bac, en effet, Parcoursup, et on va postuler sur le concours Puissance Alpha. Donc, l'EBI fait partie d'un concours qui rassemble plusieurs écoles d'ingénieurs. Et donc, on fait le vœu Puissance Alpha ingénieur ou Puissance Alpha bachelor. C'est deux vœux différents. Par contre, au sein même du concours Puissance Alpha, on peut cocher le nombre d'écoles que l'on souhaite, sur lesquelles on souhaite postuler. Donc voilà, et pareil pour le bachelor. Et donc, le concours Puissance Alpha pour ingénieur, il y a un concours quand même. Voilà, ça s'appelle concours, mais là pour le coup, il y a des épreuves écrites.
qui peuvent se passer partout sur le territoire parce que chaque école est centre d'examen. Donc, on est nous-mêmes centre d'examen sur Cergy. Et donc, sur les épreuves écrites, en fait, c'est des épreuves scientifiques basées sur les sciences qu'ils suivent en terminale. Oui. Voilà, donc il y a les sujets sont adaptés aux spécialités qu'ils suivent en terminale. Et puis, il y a aussi quand même toute une partie aussi d'études de dossier, des notes de première et de terminale. Et il y a aussi une note du projet qu'ils vont porter sur Parcoursup, du projet d'études. Et donc, nous, on a toute une équipe qui lit toutes les lettres de Prenez le temps de rédiger. Exactement, et c'est important. Donc, on a aussi une part de motivation que l'on évalue pour la sélection des candidats. Qu'est-ce que vous allez rechercher comme type de candidat quand même ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 16 de moyenne ? Est-ce que ça marche si j'ai 12 ? Est-ce que ça marche ? Voilà. Qu'est-ce que vous allez regarder concrètement quand même ? On regarde bien les notes. Il va y avoir un classement avec les notes, comme je disais, de première et terminale. Néanmoins, le concours est là pour justement relisser, en fait, parce qu'on sait très bien qu'en fonction du lycée d'origine, il peut y avoir des différences, mais le concours est là pour, quand je disais relisser, pas le lycée, remettre tout le monde au même... Harmoniser, voilà, la réussite des élèves. Et après, en effet, à travers la lettre de motivation, mais on regarde aussi les activités, comme vous disiez, extrascolaires qu'ils réalisent, parce qu'on sait très bien qu'à travers ces activités-là, ils développent d'autres compétences, pas que les compétences scientifiques, en tout cas académiques, mais qu'ils développent tout un savoir-être et une certaine forme de motivation aussi et d'engagement et de responsabilité qu'on va regarder aussi à travers ce dossier, qu'on retrouve en général à travers la lettre aussi, dans lequel ils développent bien souvent je me suis engagée, j'ai eu tel niveau de responsabilité. Alors on a des scouts, on a des musiciens, on a des artistes, on a des sportifs. Oui, mais c'est important de le dire. Des sportifs, mais en fait c'est très 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 important. C'est comme sur un CV, c'est les dernières lignes d'un CV. Ben, c'est pareil, on est très intéressé par ces profils-là et on les regarde. Et est-ce que Vianney, tu auras un petit conseil pour les candidats qui vont passer par Parcoursup, juste pour les rassurer? Mon petit conseil, c'est ça va le faire. Ayez confiance en vous. Et oui, je pense vraiment que mettre en avant ce que vous avez fait au lycée, les sports que vous avez pratiqués, les petits projets que vous avez faits, parfois, et je sais qu'il y en a qui, pour avoir le permis, aident à la Croix-Rouge, c'est une super expérience à mettre en avant. Et vraiment, mettez ça en avant parce que c'est des compétences que vous prenez. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est des compétences qui sont vraiment valorisables. Et donc, une fois que vous avez passé tout ce processus, en tout cas de concours, les résultats, c'est le 2 juin. Et vous saurez si le BI vous accueille pour la rentrée prochaine. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, Vianney, ce que c'est la vie sur un campus comme ici? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que tu as le temps de faire autre chose que de bûcher tes cours? Dis-nous tout. Pour moi, les 2 points forts de l'EBI, c'est d'abord donc toutes les compétences qu'on prend et la spécialisation qui fait qu'on est vraiment avec un profil d'ingénieur qui nous plaît, qui nous correspond pour plus tard. Mais il y a tout le côté humain qui, moi, m'a vraiment permis de me développer en tant que personne aussi. Il y a tout un mélange d'associations et une diversité d'associations à l'EBI qui est vraiment fort et que je trouve qu'il faut mettre en avant parce que c'est des moments où c'est nous qui portons les projets qu'on veut. Et où, là, c'est des projets où on est les premiers à mettre la main dans le cambouis. Et c'est des compétences aussi qu'on prend en faisant ces projets. Moi, par exemple, j'étais pas mal investi dans la vie associative. Et je vous conseille de vous investir dans la vie associative de vos écoles. Parce qu'en fait, c'est des compétences que j'ai prises en gérant des petites équipes. On est des petites équipes d'étudiants qui ont fait notre petit bout de chemin. Mais au final, c'est des choses que j'ai pu revaloriser moi dans des entretiens. Et je pense que j'ai eu certains stages grâce aussi à mes expériences asso. Donc, Vianney, finalement, il finit son programme à la fin de l'année. Là. Vous avez un réseau d'alumni, j'imagine, qui à la fois sont un vivier de futurs recruteurs, peut-être, des contacts auprès desquels vos étudiants peuvent avoir un peu attache. Comment vous gérez un peu cette post-diplomation avec tous ces gens, tous ces profils qui sortent de l'école? Alors c'est vrai que l'école a 33 ans, donc on a 33 ans d'alumni, donc ça fait plusieurs milliers d'alumni, avec un réseau qui est très soudé. Il y a le côté familial dont parlait Vianney qui reste en fait et qui perdure
toute la vie professionnelle, en tout cas. On se reconnaît en tant qu'ébéiste, comme ils s'appellent, les ébéistes, on se reconnaît en tant qu'ébéiste dans les entreprises. Pas dire dans la rue, mais presque, on va dire. Parce qu'il y a un savoir-être qui est vraiment présent, une ouverture qui est vraiment présente. Donc, en fait, ce réseau-là, il est tout à fait mobilisable par les étudiants eux-mêmes. C'est vrai que les anciens sont très disponibles pour répondre à leurs questions, répondre à leurs interviews, partager. Puis après, évidemment que l'EBI, elle est moteur pour aussi mettre en relation les alumni avec nos étudiants et les alumni entre eux, les interconnecter avec des événements réguliers qu'il y a dans l'AMNE, comme un after-work pour présenter les différents métiers, comme un forum entreprise, où il y a beaucoup d'anciens qui aiment bien revenir avec leur entreprise pour montrer leur entreprise aux étudiants. Ils viennent faire des conférences, ils viennent faire des modules de formation complets. On en a même qui deviennent salariés de l'EBI, il faut le dire. Donc, il y a vraiment un retour qui se fait des anciens qui ont envie de transmettre. En fait, ils ont reçu pendant plusieurs années, ils sont très reconnaissants et ils ont envie de retransmettre aux jeunes étudiants ce qu'on leur a apporté à eux-mêmes. Et la transition est parfaite parce que ce partage, vous allez pouvoir en profiter si vous venez au JPO, si vous suivez évidemment toutes nos émissions, on le dit tout le temps. Pour nous, les JPO et les écoles sont évidemment d'accord avec tout ça. C'est l'occasion de venir rencontrer les équipes, de venir rencontrer des étudiants comme Vianney. C'est plus facile des fois de poser des questions à quelqu'un qui a à peu près notre âge. Donc voilà, surtout, il ne faut pas hésiter. On vous mettra les dates des JPO de l'EBI. Mais voilà, ça permet de visiter les campus, ça permet de venir poser des questions sur les programmes. Et il n'y a pas de mauvaises questions, surtout quand on se pose des questions d'orientation. Donc, il ne faut pas hésiter. Est-ce que tu auras un petit mot, Vianney, pour conclure tout ce qu'on s'est dit là ? Moi, c'est 5 années que j'ai vraiment apprécié. Et au bout de ces 5 années, je pense vraiment trouver un métier qui va me plaire. Et je trouve que c'est hyper important de se retrouver dans un métier dans lequel on a un quotidien qui nous plaît et qui nous donne envie de nous lever le matin. Et c'est des amis que je me suis fait pour longtemps, j'espère. Et donc, c'est vraiment le mix des deux, compétences et humains, qui font que je vous conseille vraiment de nous rejoindre et un jour peut-être être interviewé comme ça. Et vous, Clémence ? Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les JPO, aller visiter les écoles. Moi, je vais parler juste d'épanouissement. Choisissez une école dans laquelle vous allez vous épanouir. Vous épanouir à travers les matières scientifiques, en tout cas les matières et les métiers qu'on propose, mais aussi dans la vie de campus. C'est-à-dire que si on est épanoui, je pense qu'on met toutes les chances de notre côté pour réussir. Parce que ce qui est essentiel, c'est la réussite. Donc la réussite est obtenir son diplôme à la fin. Donc, visitez les campus parce que c'est important de choisir un campus dans lequel on sera épanoui. Moi, je vais tout récapituler très rapidement. Donc ici, on apprend et on se forme au métier des bio-industries, soit sur des programmes en 3 ans, soit sur des programmes en 5 ans. On fait ses vœux sur Parcoursup, on n'oublie pas, on a jusqu'au 12 mars, on valide son vœu avant le 1er avril. On vient au JPO pour poser toutes ces questions. On est curieux. Vous l'avez dit, on a eu plein de super conseils sur quels sont les profils. Surtout, ne vous limitez pas. On peut se dire quand même que c'est une chance de pouvoir quand même candidater. Il faut oser, il faut essayer. Donc, écoutez, on va souhaiter bon courage à tous ces jeunes et ces moins jeunes qui nous regardent pour cette phase d'orientation. Et puis, merci encore vraiment à tous les deux pour vos conseils et pour l'accueil ici. Et nous, on vous dit à bientôt.